Je m'appelle Claire. J'ai 31 ans. Et la dernière chose que ma mère m'a dite avant ce Thanksgiving, c'est que je n'étais pas la bienvenue à la table qu'elle avait passé 30 ans à appeler la mienne. Elle ne l'a pas crié. Elle ne l'a pas envoyé dans un long courriel blessé, rempli de griefs déguisés en explications. Elle l'a dit avec la même voix qu'elle utilisait pour lire les listes de courses, plates, administratives, définitives. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette année. Et puis elle m'a dit de passer de bonnes fêtes, comme si elle congédiait un démarcheur qui l'aurait surprise à un mauvais moment. Ce que j'ignorais alors, ce que je n'aurais pas pu savoir, c'est qu'elle avait déjà envoyé 43 invitations papier, adressées à la main, avec de la calligraphie sur des enveloppes couleur crème. Une pour chaque branche de notre famille, chaque cousin à côté de qui j'ai grandi, chaque tante et oncle qui m'avaient vu apprendre à marcher dans le jardin de ma grand-mère. 43 invitations, et pas une seule ne portait mon nom. Pas un oubli, pas une erreur d'impression. Une décision. Je ne l'ai découvert que lorsque mon grand-père m'a appelé le lundi avant Thanksgiving. Sa voix avait cette qualité particulière, prudente, qu'il réservait aux choses qu'il ne savait pas comment dire. Il avait reçu son invitation. Il avait regardé la liste des invités imprimée à l'intérieur, les 17 membres de la famille qui seraient assis à table dans 3 jours. Il avait lu chaque nom 2 fois. Et puis il m'avait appelé. « Claire, dit-il, pourquoi ton nom n'est-il pas sur cette liste ? Cette question est la raison pour laquelle cette histoire existe. Retenez bien cela. J'y reviendrai, mais pas tout de suite. Il y a quelque chose que vous devez d'abord comprendre sur ce qu'était réellement cette liste et ce qu'il en coûtait de ne pas y figurer. Si vous avez déjà été la personne que votre famille prétendait ne pas exister pendant que tous les autres se souriaient autour d'une table, restez avec moi. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui s'est passé quand mon grand-père a décidé que cette question méritait une réponse. Maintenant, revenons 11 ans en arrière. J'avais 20 ans, j'étais rentré de ma 2e année d'université pour l'été, et j'ai fait l'erreur d'être la première réveillée un samedi matin de juin. Ma mère était à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune et ses lunettes de lecture poussées au bout de son nez, et étalé devant elle se trouvait quelque chose que j'ai reconnu sans pouvoir le nommer, un plan cadastral. Le genre avec des lignes de délimitation en pointillés et de petits chiffres imprimés à chaque coin. C'était la propriété de ma grand-mère, Maminou Adèle, la ferme à Milavenne, où nous avions passé tous les étés de mon enfance. Je me suis versé un café et j'ai demandé sur quoi elle travaillait, et ma mère a levé les yeux vers moi avec une expression que je passerai les 11 années suivantes à apprendre à traduire correctement. À l'époque, j'ai interprété cela comme de la distraction. Maintenant, je comprends que c'était du calcul. Juste un peu de planification, dit-elle. Va réveiller ta sœur. Ma sœur, Diane, a 4 ans de plus que moi. Elle a les yeux de ma mère et la manière de ma mère de remplir une pièce, cette gravité sociale particulière de quelqu'un qui ne s'est jamais soucié une seule fois que les gens ne la regardent pas. Je l'aimais de la manière simple dont on aime quelqu'un avant d'avoir été obligé de penser à lui clairement. Je suis allé réveiller Diane. Je n'ai pas posé d'autres questions sur le plan. Ça, je le comprends maintenant, c'était le premier fil que j'aurais dû tirer. Les personnes discrètes remarquent toujours tout. Elles choisissent simplement de ne rien dire pour le moment. Gardez cette idée en tête. D'abord, vous devez connaître l'histoire de la ferme. Maminou Adèle en avait été propriétaire pendant 41 ans. 4 chambres, un porche qui faisait le tour de la maison et penchait légèrement vers l'est, une grange que nous utilisions comme garage, et 2,3 acres de terrain qui donnaient sur le ruisseau de Milavenne. Mon grand-père, que tout le monde appelait Papy, avait restauré les planches du porche l'été de mes 8 ans, et je lui avais tendu des clous depuis une boîte de café pendant 3 samedis de suite pendant qu'il m'expliquait, sans qu'on le lui demande, qu'une maison était comme une chose vivante. Elle avait besoin qu'on s'en occupe. Elle vous disait ce dont elle avait besoin si vous étiez prêt à écouter. Papy et Maminou Adèle avaient parlé pendant des années de ce qu'il adviendrait de la ferme le moment venu. Ils l'avaient mentionné de la manière dont les gens mentionnent des choses qu'ils croient comprises. Pas de documents formels, pas de mécanisme juridique, juste la supposition raisonnable que les gens autour d'eux avaient été attentifs. La ferme resterait dans la famille. Elle passerait à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Ce n'était pas un bien. C'était un lieu. Ma mère, il s'est avéré, avait une définition différente du mot « lieu ». Ce qui nous amène à l'été de mes 23 ans. Maminou Adèle a eu un accident vasculaire cérébral en octobre de cette année-là. Elle y a survécu,
mais la femme qui est revenue de l'hôpital se déplaçait dans le monde différemment de celle qui en était partie, plus lente, aux contours plus flous, parfois incertaine du jour qu'il était. Elle était toujours elle-même sur les points les plus importants. Elle m'appelait toujours le jour de mon anniversaire avant tout le monde. Elle gardait toujours la boîte de café pleine de clous sur la rampe du Porsche. Mais elle avait besoin d'aide. Et ma mère s'est portée volontaire immédiatement, généreusement, avec ce genre d'altruisme visible qui s'annonce en entrant dans la pièce. Elle conduisait Maminou Adel à ses rendez-vous. Elle gérait ses ordonnances. Elle organisait le calendrier et s'occupait des finances et est devenue, au cours des 18 mois suivants, la personne à qui tout le monde s'en remettait pour tout ce qui concernait les soins de Maminou Adel. Elle était douée pour ça. Je ne le dis pas avec ressentiment, c'est simplement vrai. Elle était organisée et compétente, et ma grand-mère lui faisait entièrement confiance. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant ces 18 mois, ma mère était également devenue la gestionnaire de quelque chose d'autre. Maminou Adel lui avait donné une procuration, raisonnable, nécessaire, temporaire dans son intention. Et ma mère avait utilisé cette autorité pour commencer discrètement à consulter un avocat en droit immobilier sur le statut du titre de propriété de la ferme. Non pas pour le protéger. Pour le clarifier. Il y a une différence entre ces deux choses que je ne comprendrai que 8 ans plus tard. Maintenant, revenons à il y a 3 ans. Maminou Adel est décédée au début du printemps. Elle avait 84 ans, et elle est partie tranquillement dans la ferme, dans la chambre avec la fenêtre orientée à l'est qui captait la lumière du matin. Papy était à ses côtés. La famille s'est rassemblée en quelques heures, remplissant la maison d'un bruit de deuil particulier. Tout le monde ayant besoin de quelque chose, tout le monde se gênant mutuellement, tout le monde jouant sa version de la perte dans le registre qui lui semblait naturel. Ma mère a traversé tout cela avec le calme de quelqu'un qui a déjà fait le travail administratif du deuil avant que le deuil lui-même n'arrive. La lecture du testament a eu lieu 2 semaines plus tard. Je vais vous décrire cette pièce avec soin car la pièce est importante. C'était une salle de conférence au 3e étage d'un immeuble de bureaux à Milaven. Une de ces pièces avec une longue table, des chaises dépareillées et une estampe encadrée d'un phare que personne n'a regardé directement depuis 2009. Nous étions 8, papy, ma mère, Diane, mon oncle Gérard et sa femme, mes 2 cousins Béa et Marc, et moi. L'avocat, un homme nommé Maître Legrand, avec des lunettes de lecture presque identiques à celles de ma mère, était assis en bout de table avec un dossier et l'air de quelqu'un habitué à des pièces comme celle-ci. Il a lu le testament. La ferme avait été léguée conjointement à ma mère et à l'oncle Gérard, ce à quoi tout le monde s'attendait. Les effets personnels étaient répartis de manière réfléchie, et papy était pris en charge. Ce qui n'était pas attendu, ce qui a fait que l'oncle Gérard s'est adossé à sa chaise avec un son que je ne peux décrire que comme le bruit que fait une phrase quand elle ne se termine pas, c'était la d'un homme. Attaché au testament principal se trouvait un document daté de l'été de mes 23 ans. Il établissait une clause d'usage familial sur la ferme. Il précisait que la propriété ne pouvait être vendue sans un vote unanime de tous les petits-enfants adultes vivants. Nous étions 4, Diane, Béa, Marc, et moi. Ma mère n'était pas au courant de l'addendum. Elle n'a pas bougé quand Maître Legrand l'a lu, mais sa main gauche, qui reposait sur la table, se ferma en quelque chose qui n'était pas tout à fait un point. Ce mouvement est la chose à laquelle je ne cesse de repenser. Pas les mots, pas le document. Sa main. Vous savez déjà où cela mène, n'est-ce pas? Ce qui nous amène aux 8 mois entre cette lecture de testament et le Thanksgiving auquel je n'ai pas été invité. Au cours de ces 8 mois, j'ai appris des choses. Pas tout en même temps, plutôt de la même manière que l'on remarque une infiltration d'eau au plafond. D'abord un petit cercle, puis un autre, puis un troisième, et puis vous réalisez que les cercles sont là depuis des années, et que vous avez simplement mal regardé le plafond. Point 1. Ma mère a mis la ferme de Milaven en vente auprès d'une agence immobilière 11 semaines après la lecture du testament. Elle ne l'a pas dit à papy. Elle l'a dit à Diane, qui ne l'a dit à personne, et elle n'a pas contacté Béa, Marc ou moi. Point 2. Un acheteur avait déjà fait une offre. Pas un acheteur de la famille, une société de promotion immobilière basée à Harwich, spécialisée dans la conversion de propriétés rurales en portefeuille de location à court terme. L'offre était de 618 000 $. Ma mère avait contre-proposé à 631 000 $. Cet échange avait eu lieu avant que Maminou Adel ne soit enterrée depuis 30 jours. Point 3. La clause que Maminou Adel avait jointe au testament exigeait un vote unanime de tous les petits-enfants adultes.
ma mère avait appelé Béa et Marc, qui vivaient tous les dehors de l'État et faisaient confiance à la gestion des affaires familiales par ma mère de la manière dont on fait confiance à quelqu'un qu'on n'a aucune raison de ne pas croire encore. Ils avaient chacun signé un document qu'elle leur avait décrit comme « des papiers de succession ». Aucun d'eux ne l'avait lu assez attentivement pour comprendre que ce qu'ils signaient était leur consentement à la vente. Point 4. Elle ne m'avait pas contacté du tout. Elle n'avait pas appelé. Elle n'avait pas écrit. Elle n'avait pas envoyé le document. Elle avait simplement attendu, et je pense qu'elle avait décidé, dans l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui planifiait cela depuis un matin de juin avec un bloc-notes jaune, que mon silence pouvait être fabriqué si l'occasion de m'exprimer ne m'était jamais donnée. Ce n'était pas un oubli. C'était une décision. Restez avec moi. Je dois vous parler de quelque chose qui a failli être révélé 3 mois avant Thanksgiving, et qui ne l'a finalement pas été. Béa m'a appelé en août. Elle rendait visite à ses parents dans le Vermont et avait mentionné la ferme en passant, et l'oncle Gérard l'avait regardée avec une expression qu'elle ne pouvait pas traduire. Il avait dit quelque chose d'étrange. Il avait dit « ta tante a ça bien en main », puis il avait changé de sujet. Béa m'a appelé ce soir-là parce que l'expression sur le visage de son père l'avait dérangée d'une manière qu'elle ne pouvait pas articuler. Elle l'a décrite comme s'il savait que quelque chose n'allait pas, mais qu'il avait décidé que ce n'était pas son problème. Je connaissais cette expression. J'avais grandi en la voyant. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Elle m'a parlé du document qu'elle avait signé. Je lui ai dit ce que j'avais reconstitué à partir de l'annonce de l'agence que j'avais trouvée. Non pas parce que ma mère me l'avait dit, mais parce que j'avais, d'une manière prudente et sans hâte, fait ce que mon grand-père m'avait un jour appris à faire avec une maison qui ne vous disait pas à voix haute ce dont elle avait besoin. J'avais écouté. Béa est restée silencieuse un long moment après que j'ai fini. Elle avait besoin de nous 4, dit-elle. Oui, dis-je. Et elle ne t'a pas contacté? Non. Donc, la vente n'est pas valide. J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air entre nous un instant, de la manière dont on laisse un outil reposer sur une surface avant de le ramasser. Je n'ai pas encore décidé quoi faire de ça, dis-je. Et je le pensais, car la ferme comptait, oui, mais ce que j'essayais encore de comprendre, c'était l'autre chose, la chose sous-jacente à la vente, la raison pour laquelle mon nom avait été discrètement retiré du mécanisme de cette famille. Comme si j'étais un poste budgétaire qui avait été audité et jugé inutile. Cette compréhension est venue le lundi avant Thanksgiving, quand mon grand-père m'a appelé et m'a demandé pourquoi mon nom n'était pas sur la liste. Je dois vous dire ce que papy a dit lors de cet appel, et je dois vous le dire avec soin, car ces mots sont le pivot sur lequel tout bascule. Il avait 87 ans. Il avait perdu sa femme de 59 ans 7 mois plus tôt. Il avait restauré le porche de la ferme de Milaven avec une boîte de café pleine de clous et la patience de quelqu'un qui comprenait que les choses qui méritent d'être conservées nécessitent de l'entretien. Il avait reçu une invitation calligraphiée à la table de Thanksgiving de sa fille et avait lu les noms de toutes les personnes qui y seraient, et il avait remarqué le seul nom qui manquait. « Claire, dit-il, pourquoi ton nom n'est-il pas sur cette liste ?» Je lui ai dit que je ne savais pas, et puis je me suis arrêté, car ce n'était pas vrai, et il saurait que ce n'était pas vrai, et nous ne nous étions jamais parlé de cette façon. Alors, je lui ai dit la vérité à la place. Je lui ai parlé de l'annonce de l'agence. Je lui ai parlé du consentement non signé. Je lui ai parlé d'où et de Béa et du document que 3 des 4 petits-enfants avaient signé et un nom. Je lui ai parlé d'un matin de juin il y a 11 ans, quand une fille de 20 ans était entrée dans une cuisine, avait vu un plan cadastral et s'était fait dire d'aller réveiller sa sœur. Papy n'a pas parlé pendant presque une minute entière. Puis il a dit, « Tu as gardé ça pour toi pendant 8 mois. » J'essayais de tout comprendre d'abord, dis-je. Est-ce que quelque chose a été transféré, demanda-t-il. La vente est-elle conclue? Non, elle ne peut pas. Pas légalement. Pas sans ma signature. Un autre silence. Je te vois jeudi, dit-il. Pas à la table de ta mère. À la mienne. Voici ce que je n'ai jamais dit à voix haute jusqu'à présent. Dans les 3 jours entre cet appel téléphonique et Thanksgiving, ma mère m'a appelé une fois. Pas pour m'inviter. Pas pour s'expliquer. Elle a appelé parce que papy l'avait appelé, et quoi qu'il lui ait dit lors de cet appel, son effet a été qu'elle a pris le téléphone et m'a dit, avec la voix qu'elle utilisait pour les choses désagréables mais nécessaires, qu'elle avait peut-être été hâtive. Et que, bien sûr, j'étais la bienvenue. Pas des excuses.
Pas une rectification. Un revirement stratégique. Je lui ai dit que j'appréciais l'appel et que j'avais d'autres projets. Elle a demandé quel projet. J'ai dit, je dîne avec papy. Elle n'a rien dit pendant 4 secondes. Je les ai comptés. Puis elle a dit, il n'a pas la place pour ça. Il a dit que si, ai-je répondu. Elle a dit, Claire, je pense que tu fais de cette histoire quelque chose qu'elle n'est pas. J'ai laissé cette phrase se terminer. J'ai laissé l'air la porter. Maman, dis-je, je veux que tu saches que je n'ai rien signé. Et j'ai mis fin à l'appel. Maintenant, revenons au jour de Thanksgiving. Papy vit à 40 minutes de la ferme de Milaven, dans une plus petite maison en ville où il a déménagé après l'AVC de Maminou Adèle. Assez près pour aider. Assez loin pour avoir ses propres murs. Sa cuisine est étroite et honnête, et elle sent en permanence le café et quelque chose que je n'ai jamais pu identifier jusqu'à ce que Maminou Adèle me dise un jour que c'était de l'huile de lin, car il enduit encore ses outils à manche en bois comme son propre père le lui a appris. Il avait préparé une dinde, pas une grosse, juste assez. Il avait appelé Béa, et elle était venue en voiture depuis chez ses parents dans le Vermont, 3 heures de route pour un dîner qui n'avait pas été prévu 4 jours plus tôt. Il avait appelé Marc, qui ne pouvait pas venir, mais qui a envoyé un message vocal que papy a diffusé depuis son téléphone et posé sur le comptoir de la cuisine pendant que nous mangions, ce qui est exactement le genre de choses que mon grand-père ferait, et que je ne peux décrire sans le mot grâce. Il avait mis la table avec la porcelaine de Maminou Adèle, pas le service de tous les jours, mais le motif qu'elle gardait pour les occasions, celui avec les petites fleurs bleues sur le bord. 4 assiettes, 4 jeux de couverts, et au centre de la table, une photographie que je n'avais jamais vue auparavant, la ferme de Milaven, prise depuis le coin arrière de la propriété, de sorte qu'on pouvait voir le porche, la grange et le bord du ruisseau au-delà. Une photographie d'été. Le ciel était du bleu spécifique de l'enfance. Il l'avait trouvée en fouillant dans les affaires de Maminou Adèle. Il l'avait mise sur la table parce qu'il voulait que nous la voyions pendant que nous mangions. Aucun de nous n'a mentionné la vente. Aucun de nous n'a mentionné le document de consentement, l'agence ou la société de promotion immobilière de Hardwick. Nous avons mangé, et nous avons parlé de petites choses, et papy nous a raconté une histoire sur l'été où il a réparé le toit de la grange que je n'avais jamais entendue auparavant, et Béa a ri au bon moment, et l'après-midi s'est déroulé lentement et sans urgence. Après le dîner, pendant que Béa faisait la vaisselle, papy et moi nous sommes assis sur les marches de son perron avec nos tasses de café, l'air froid de fin novembre faisant son œuvre autour de nous. Il est resté silencieux un moment. Je suis restée silencieuse avec lui. Puis il a dit, ta grand-mère savait. Je l'ai regardé. Elle savait ce que ta mère préparait, dit-il. Pas quand elle a fait la clause. À l'époque, elle voulait juste que la maison soit protégée. Mais elle a fini par savoir, vers la fin. Elle ne l'a pas dit directement. Elle a dit. Il s'arrêta. Il y réfléchit. Elle a dit qu'une maison peut survivre aux intempéries. Ce à quoi elle ne peut pas survivre, c'est d'être vendue à quelqu'un qui ne la connaît pas. Il regarda sa tasse de café. Elle parlait de bien plus qu'une maison, dit-il. Je comprends maintenant ce que je ne comprenais pas alors. La clause ne concernait pas la ferme. Elle me concernait moi. C'était la façon de Maminou Adèle de laisser une clé sur la table, s'assurant que peu importe les décisions prises dans des pièces où je n'étais pas invité, il y avait une pièce où mon nom devait encore apparaître. Où ma signature devait être présente. Où je ne pouvais pas être retiré de la liste. Voici la partie que je n'ai encore dite à personne. Le vendredi après Thanksgiving, j'ai contacté Maître Legrand, l'avocat de la lecture du testament. Je lui ai dit que j'avais pris connaissance des documents de consentement qui avaient circulé parmi les petits-enfants adultes, et que je n'avais reçu, examiné ou signé aucun de ces documents. Je lui ai dit que je souhaitais m'assurer que le dossier de la succession reflétait cela avec précision. Il l'a confirmé. Il a également confirmé, prudemment, dans le langage de quelqu'un qui a passé sa carrière à dire des choses vraies de manière à se protéger des conséquences, que sans un vote unanime, toute procédure de vente basée sur la documentation existante serait juridiquement insuffisante. La société de promotion immobilière a retiré son offre 6 semaines plus tard. La ferme de Milaven est toujours dans la famille. Ma mère et moi nous sommes parlé 4 fois depuis ce Thanksgiving. Chaque conversation a été sa propre sorte de météo, pas une tempête, pas un ciel tout à fait clair non plus. Quelque chose entre les deux, quelque chose qui décide encore de ce qu'il veut être.
Je ne lui ai pas fait de discours. Je n'ai pas nommé ce qu'elle a fait de la manière formelle qui satisfait la partie de nous qui veut que justice soit rendue avec cérémonie. Je ne l'ai pas obligée à s'asseoir en face de moi et à réciter la liste détaillée des choix qu'elle a fait et ce qu'ils ont coûté. J'aurais pu. Il y a eu des moments où j'aurais pu, mais j'ai la manière de mon grand-père de comprendre qu'une maison vous dit ce dont elle a besoin si vous êtes prêt à écouter, et ce dont celle-ci avait besoin, ce n'était pas de bruit. Lors de notre dernière conversation, elle a dit, « J'espère qu'un jour tu comprendras que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la famille. » J'ai dit, « Je sais que tu le crois. » Et je le pensais. Je crois sincèrement qu'elle le croit. Les personnes les plus dangereuses dans une famille sont rarement celles qui savent qu'elles causent du tort. Ce sont celles qui ont construit une version des événements dans laquelle tout ce qu'elles ont pris leur a en fait été donné, et tout ce qu'elles ont effacé a simplement été oublié. Ce sur quoi elles comptent, c'est que les personnes discrètes ne conserveront pas les preuves. Le mois dernier, Béa, Marc et moi sommes allés en voiture à Milavenne. Pas pour quelque chose d'officiel, pas pour signer des papiers ou tenir des réunions. Nous y sommes allés parce que la propriété avait besoin d'une vérification hivernale, les gouttières, une jonction de toit que papy avait signalé comme fragile, le genre d'entretien qu'une maison demande sans crier. Nous avons passé un samedi après-midi à faire ce qui devait être fait. Nous avons déjeuné sur le porche avec nos manteaux car l'inclinaison des planches avait été réparée il y a des années, et il était maintenant assez droit pour s'asseoir confortablement. Le ruisseau coulait. La grange était solide. La boîte de café pleine de clous était toujours sur la rampe du porche, exactement là où Maminou Adèle l'avait toujours gardée. Je l'ai prise, l'ai tournée dans mes mains, et l'ai reposée. Certaines choses restent en place parce que quelqu'un décide qu'elles le devraient, non pas parce que c'est facile, non pas parce que personne n'a essayé de les déplacer. Parce que quelqu'un a remarqué, s'est présenté et a refusé d'être effacé de la liste. Je vais vous poser une question directement, et je veux que vous y réfléchissiez honnêtement. Avez-vous déjà vu quelqu'un vous retirer discrètement d'une pièce où vous aviez tout à fait le droit d'être? Pas avec une confrontation, pas avec une dispute, juste avec l'application constante de votre absence jusqu'à ce que votre absence devienne la norme. Avez-vous déjà été la signature dont quelqu'un avait besoin et qu'il a décidé de ne pas demander? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Ce que je sais maintenant et que j'aurais aimé comprendre à 20 ans, debout dans une cuisine en regardant un plan cadastral que je n'étais pas censé voir, c'est ceci, être effacé n'est permanent que si vous acceptez de rester parti. Ma grand-mère le savait. Elle a réinstallé une porte et a laissé la clé où je pouvais la trouver. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'être prête à l'utiliser. Si cette histoire vous a trouvé au bon moment, abonnez-vous. Il y en a d'autres qui vous attendent, et je pense que vous en avez besoin. On se voit dans la prochaine.